Supply Chain, une édition consacrée entièrement au WMS et à la manière de choisir le logiciel d'entreposage qui convient le mieux à votre entreprise. Et pour aborder ce sujet, une panel d'experts autour de moi à qui j'avais demandé de bien vouloir se présenter, en commençant par Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Alors moi je suis Sandrine Prétot, je suis consultante senior au sein du cabinet LAPS. LAPS c'est la branche conseil métier du groupe HRC. Donc HRC c'est à peu près 110 personnes réparties entre Lyon et Paris avec différents domaines d'intervention, notamment le conseil en management et en organisation des systèmes d'information. Une branche dédiée à l'édition de logiciels de mobilité de l'entrepôt, et puis donc la branche vraiment conseil métier, côté LAPS, où nous on accompagne nos clients principalement sur des projets de transformation digitale, de performance opérationnelle et de durabilité. Voilà, c'est les trois axes. Merci beaucoup Sandrine. Bonjour Florent. Bonjour. Merci de cette invitation. Je suis Florent Boisard, je dirige Hardis Supply Chain, donc qui est un éditeur de logiciels pour l'exécution logistique, et on équipe environ 450 entreprises en France, en Europe et dans le monde. Parfait, très bien, merci beaucoup. François Bisbrook. Bonjour François. François Bisbrook, merci de nous avoir invités. Moi je suis BK System, éditeur de solutions WMS. On est 70 personnes basées en région lyonnaise et dans le Nord. On intervient en France, mais beaucoup en Afrique, aux États-Unis également. On a à peu près 200 sites, 200 clients pour à peu près 450 sites opérationnels. Ok, parfait. Merci. Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc Lechartier, senior manager pour Logistic Reply en France. Donc Logistic Reply est une société du groupe Reply, qui est un groupe italien. Donc la partie Logistic Reply, éditeur, intégrateur de solutions autour de l'exécution de la supply chain. Donc ça va du portail fournisseur au last mile, en passant bien évidemment par le WMS. Très bien, merci. Pour finir, Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Jean-Philippe et tout le monde. Isabelle Badoc. Moi, j'anime la gamme Supply Chain Exécution chez Generix et ça couvre essentiellement la gestion d'entrepôt, la gestion du transport, de la cour, des portails collaboratifs et les appros collaboratifs. Merci beaucoup. Donc l'idée, c'est effectivement de faire un tour, d'avoir un tour d'horizon sur les outils et de savoir comment les outils peuvent s'adapter aux caractéristiques des différentes entreprises, qu'elles soient industrielles ou de distribution. Sandrine, basiquement, qu'est-ce qu'on peut demander à un WMS ? Alors, basiquement, ce qu'on demande à un WMS, c'est d'exécuter, je pense déjà, et d'exécuter parfaitement. Donc, ça veut dire des stocks fiabilisés, ça veut dire une préparation avec zéro erreur. Oui. On lui demande aussi d'optimiser, donc de la productivité, des emplacements, des slotting, enfin toute cette partie, j'ai envie de dire, très opérationnelle. Et puis on va lui demander aussi de piloter. Si on prend l'outil le plus rudimentaire du marché, c'est ça qu'on lui demande ? Il peut faire tout ça ou... Alors, oui, un WMS qui ne fiabilise pas les stocks, il est vite inutile. Et puis... à l'inverse, un WMS qui ne permet pas de progresser, c'est vite limité. En tout cas, donc effectivement, je dirais que exécuter, optimiser, piloter, c'est un prérequis, c'est un minimum. D'accord. Quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on doit investir justement dans un outil d'entreposage ? Est-ce que les bonnes questions, c'est de savoir déjà combien je peux investir ? Est-ce que ça dépend de la taille de l'entreprise, de ses caractéristiques métiers, par exemple ? Oui, bien sûr, ça en fait partie. Les bonnes questions à se poser, c'est déjà, je dirais, quelle est la nature de mon entreprise ? C'est quoi l'activité de mon entreprise ? Est-ce que je suis dans l'industrie, dans le e-commerce, dans la typologie de mes flux ? Est-ce que je fais de la logistique contractuelle ? Tout ça, c'est des éléments différenciants quand on fait le choix d'un WMS. Je dirais, c'est quoi ma volumétrie ? Est-ce que j'ai une volumétrie qui est variable ? C'est surtout, je dirais, le premier critère, c'est quoi ma complexité opérationnelle ?
Et enfin, il y a vraiment une dimension aussi, c'est quoi, j'ai envie de dire, le futur de mon entreprise en termes de croissance et d'évolution. C'est des critères importants. Ouais. C'est pas évident hein, quand on est un primo-accédant ou simplement quand on est dans une démarche de renouvellement d'outils, de choisir le bon outil. Enfin, quand je dis le bon outil, c'est celui qui correspond le mieux à la taille d'entreprise, à son activité, à son développement, etc. Il y a, je ne sais plus, 70, 80 outils sur le marché à peu Bien près. sûr, il y en a beaucoup, Donc, choisir le bon, c'est quand même pas évident. Comment fait-on, Isabelle? Bien sûr, je pense que... Alors, nous, on a une conviction sur comment il faudrait faire. Ouais. Par contre, il y a ce qu'on observe. Ouais. Dans ce qu'on observe, il y a quand même beaucoup de mimétisme. Il y a beaucoup de sociétés qui achètent le même logiciel que leurs concurrents. Exactement, ça marche à tous les coups. Ouais. Mon ancien boss appelait ça le jeu des 7 familles. Donc, quand on rentre dans une industrie et qu'on signe une société, on s'empresse d'aller voir tous les concurrents pour signer tous les autres. Mais ça marche, et sans doute pas que en supply chain d'ailleurs. Ouais. Voilà. Après, évidemment, il y a des logiciels qui ont pris... mon cœur d'activité, c'est le marketing stratégique. Donc, quand on fait du marketing stratégique, on définit des marchés, on les segmente, on essaye de comprendre les caractéristiques de chacun des segments et on construit une offre pour adresser un segment en particulier. Donc, c'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps chez Generix. On a défini notre stratégie, notamment d'aller chercher des grands groupes internationaux pendant pas mal de temps, ou des sociétés à forte croissance qui vont avoir besoin de développer beaucoup de sites rapidement sur des modèles. Voilà. Donc on réfléchit notre offre pour accompagner ces sociétés dans leur déploiement de leurs activités logistiques, transport. Enfin, il y a aussi une logique de gamme autour même de l'entrepôt. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des logiciels qui sont plus à l'aise dans certains secteurs que d'autres? Peut-être Florent, Hardy c'est très à l'aise chez les prestataires par exemple. Est-ce que quand on est très à l'aise chez les prestataires, ça veut dire qu'on peut aussi être à l'aise dans d'autres secteurs d'activité? Dans le choix d'un WMS, il y a plusieurs critères et effectivement l'excellence opérationnelle, la capacité à faire la logistique est déterminante. Avant de répondre à la question, je pense qu'il y a quand même 2 autres qui sont majeurs. C'est la capacité à s'intégrer dans un écosystème d'entreprise. Et le 3e, c'est la capacité à évoluer. Le WMS, il va permettre de faire évoluer la logistique sur une longue durée. Néanmoins, la capacité à répondre aux besoins opérationnels est majeure. Donc, il est vrai que les WMS qui travaillent dans le segment 3PL ont une largeur de gamme plus importante parce qu'un 3PL peut traiter différents types de flux. Ce qui est important, c'est de déterminer le type de processus et la complexité des processus plutôt que le type d'activité. Du e-commerce en électroménager n'a pas de lien avec du e-commerce en fashion. Et donc, il y a des WMS qui ont probablement plus de fonctionnalités que d'autres. C'est un des critères de choix. C'est pas l'unique, je pense. D'accord. Loïc, tu voulais compléter peut-être? Je peux effectivement compléter. Je suis d'accord avec ce que dit Florent. Il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. Bien évidemment, le premier va être le fit opérationnel, d'être capable justement d'avoir une solution qui répond parfaitement au processus sur lequel on va vouloir le déployer. Il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte, effectivement. Il y a aussi, et Florent en a aussi parlé, c'est la partie vision à long terme. Quand on installe une solution, quand on fait le choix d'une solution et qu'on la met en place, on la met a priori, d'après ce que je comprends, il n'y a pas de remise en cause normalement avant une dizaine d'années. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir aussi cette capacité à se projeter assez loin et savoir de quoi on pourrait effectivement avoir besoin dans 10 ans. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on fait son choix ou quand on va regarder des solutions, il faut quand même imaginer et prendre, si je puis dire, la taille peut-être potentiellement un petit peu au-dessus, ou prévoir en tout cas une solution qui va être capable de suivre, d'accompagner, potentiellement modulaire, qui va être capable de mettre en place une première chose, une première installation dans un premier temps, mais qui va être capable ensuite d'évoluer avec des modules, des options supplémentaires, d'autres solutions autour,
pour justement être capable d'emmener le client plus loin et l'accompagner dans sa croissance. Alors après, on va voir tout ce que peut faire un WMS, mais on va partir peut-être du basique. Et le basique, c'est le budget. Toutes les entreprises ne peuvent pas non plus se payer un outil qui fait tout. Et donc, le budget aussi, je pense, François, est déterminant aussi dans le choix de l'outil. C'est sûr, c'est un des premiers critères, souvent de choix, qui n'est pas forcément le meilleur. Oui. Parce que quand on met en place un WMS, il y a également des retours sur investissement à prendre en compte, à constater, qui peuvent souvent être très très importants. Donc finalement, le prix peut être un élément secondaire quand on atteint une certaine taille. C'est sûr que quand on met en place un WMS et qu'il n'y en a pas au départ, on va vite constater des améliorations de productivité de l'ordre qui peuvent être 20, peut-être des fois plus. Nous, on a constaté des fois beaucoup plus. Donc, le coût de mise en œuvre, finalement, est peanuts par rapport au retour qui peut se faire quasiment dans l'année. Voilà. Alors, c'est plus problématique pour les petites sociétés. Si vous avez un entrepôt avec 3-4 personnes, le point d'entrée peut être fort parce que c'est pas parce que vous avez une petite société que votre problématique logistique n'est pas complexe. Et c'est pas parce que vous avez une très grosse société que votre problématique est forcément compliquée. Donc, le jeu, il est là. Et puis, il y a d'autres enjeux. Il n'y a pas que l'enjeu productivité. Il y a des nécessités. C'est-à-dire que si vous avez de la traçabilité à suivre, être précis dans les stocks, vous n'avez pas le choix. Il faut mettre un système qui soit capable de le gérer. On voit évoluer les choses vers, par exemple, la sérialisation. Bon, traiter la sérialisation, c'est quand même, ça change la dimension des outils, parce que là, on est à la pièce. Là, on parle par exemple d'un petit labo pharma qui a son stock et qui doit mettre en place un outil d'entreposage. Oui, par exemple. Alors bon, c'est les petits labos, je pense que c'est des gens qui ont certainement un peu plus les moyens qu'un petit prestataire de service qui démarre. Et là, effectivement, le point d'entrée peut être un peu compliqué. Alors, nous, personnellement, BK, on a, je pense, une solution extrêmement scalable sur différents axes, aussi bien sur les fonctionnalités que sur la puissance, la capacité à traiter. On va traiter un prestataire ou un transporteur qui souhaiterait gérer 100 palettes homogènes dans son entrepôt, on va être capable d'y répondre. On va aussi être capable de traiter 200 000 lignes de commande sur un e-commerçant. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une chose importante, et on le constate, ça fait partie du marché de renouvellement, on constate que le marché de renouvellement vient souvent parce que des clients arrivent butés de leur WMS. Ils ne savent plus faire évoluer pour répondre à la problématique du marché qui se présente et à l'évolution de l'entreprise. Voilà. Donc oui, je pense que c'est important à la fois de viser quelque chose qui est à la hauteur, à la dimension de l'entreprise, et qui est scalable dans tous les sens, aussi bien sur la volumétrie que sur le périmètre. D'accord, donc c'est effectivement moins la taille de l'entreprise que plutôt sa complexité à gérer des flux, voilà, que ce soit des flux... le nombre de références aussi, j'imagine que ça doit être aussi un critère bien sûr, c'est ça, c'est la complexité opérationnelle. D'abord, et puis après, ça va être effectivement la volumétrie des flux, les process, et puis tout ce qui est spécifique métier. C'est important. Après, effectivement, sur le marché du WMS, on a des très gros, on va dire aujourd'hui, qui sont quand même... souvent utilisés par des grosses structures, en tout cas costauds, et effectivement pour, j'ai envie de dire, des PME, des ETI. Aujourd'hui, il y a un panel aussi d'outils qui sont tout à fait adaptés et qui conviennent aussi bien à un petit qu'à un gros. Après, quand on est plus petit, effectivement, peut-être qu'on peut faire le choix d'un outil robuste à un instant T, mais qui soit effectivement scalable dans le temps et qui fonctionne possiblement avec des briques qu'on va pouvoir venir ajouter. Je pense que ça, c'est un élément hyper important quand on fait
le choix d'un outil. Par exemple, vous, en tant que consultant, quand on vient vous voir et qu'on appartient à un secteur d'activité précis, on parlait de la pharma, mais ça peut être le textile, par exemple, ou d'autres secteurs d'activité, vous les orientez en particulier vers un outil qui a plutôt une compétence métier comme ça, ou alors un généraliste qui sait tout faire? Non, alors la partie spécifique métier, elle est vraiment importante. Après, je dirais que la plupart des outils gèrent soit 70 à 80% du standard. Hein. Tous les outils le font. Après, la difficulté, c'est plutôt les 20% restants qui peuvent être des vrais sujets. Donc, je pense que quand on est dans une démarche de WMS, c'est vraiment important d'identifier effectivement les spécifiques métiers. Après, certains, c'est un peu dans tous les outils, il y en a certains qui sont meilleurs sur certaines fonctionnalités. Après, tout dépend aussi de la profondeur fonctionnelle sur certains spécifiques. Mais après, aujourd'hui, dire qu'il y a un WMS pour tel secteur, non, en réalité, la plupart des WMS peuvent être pertinents sur différents secteurs d'activité. Ouais. Isabelle, tu confirmes? Oui, je confirme. Je regarde le panel des sociétés qu'on adresse. Effectivement, c'est extrêmement vaste. Il y a aussi pourtant, il y a des sujets très précis. Je pense par exemple à la chimie, à des secteurs d'activité où il y a vraiment des spécificités métiers qu'il faut savoir. Les nomenclatures, la législation, enfin, il y a tout un tas de choses. On n'est pas en production, nous, on prend des produits souvent finis. Donc il y a des contraintes de traçabilité. François parlait de la sérialisation, mais c'est évidemment un sujet super important. Savoir à tout moment sélectionner un produit unique dans un entrepôt de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Il faut quand même bien savoir où on l'a rangé et bien diriger l'opérateur et optimiser tout ça aussi pour pas que ce soit one shot. Donc oui, bien sûr, il y a des spécificités réglementaires. En ce moment, on parle aussi beaucoup de l'IFTI, donc la déclaration des produits aux autorités gouvernementales pour des questions de traçabilité et de contrôle sur la route aussi. Il faut pouvoir produire, échanger avec des plateformes. Il y a, au-delà même des process de l'entrepôt, il y a la connexion à l'écosystème. Si vous faites de e-commerce, il faut pouvoir récupérer des étiquettes sur les colis quand vous faites passer ça par des réseaux d'expressis. Donc voilà, c'est non seulement la capacité à aller au bout de la gestion de processus qui peuvent être complexes, faire du poids variable pour les produits frais par exemple, il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon on se met à facturer ce qu'il ne faut pas, et connecter à l'écosystème dans certains contextes métiers, c'est une ouverture. Moi je rajouterais, c'est vrai que c'est la complexité, mais il y a un bon moyen quand même de se rassurer pour quelqu'un qui veut choisir un WMS, c'est de regarder dans les WMS qu'il est en train de choisir, les gens qui utilisent ce WMS pour leur secteur d'activité. Et en général, c'est volontiers qu'on emmène les prospects chez les clients pour qu'ils fassent part de leur expérience, de ce que ça leur a apporté, des complexités, de comment ils ont vécu les projets, parce que là aussi, le WMS, c'est une chose, mais il y a l'équipe qui met en place, le suivi, la vie au quotidien. On dit que ça vit 10 ans, tu as raison Isabelle, même plus, nous on a des clients, ça fait 20 ans qu'ils sont Speed, le premier client qui a choisi Speed, il travaille toujours avec. Donc et ça, je pense que c'est des critères aussi de choix importants. Le fait d'être multisite, par exemple, ça change quelque chose? Le fait d'être multisite change forcément la donne. Ça fait partie des critères, entre guillemets, initiaux entre guillemets, d'une sorte de sélection de solutions en capacité de le faire ou pas de le faire. C'est une certitude. En général, on fait un POC sur un site, on voit comment ça marche, et puis après on déploie sur les autres sites. Oui. Un POC est possible. La plupart du temps, on reste quand même, en fonction de ce qu'on nous demande aussi, la plupart du temps, on reste sur des démos personnalisées. On peut aller jusqu'à un POC, bien évidemment. Ça peut être aussi un POC sur une partie de l'entrepôt, un processus au sein même d'un entrepôt, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se faire, effectivement. Oui, ça va dépendre, c'est ça, ça va dépendre de la complexité
opérationnelle, clairement, de l'entreprise. À l'époque, c'est effectivement plutôt recommandé quand on veut implémenter un WMS, quand on est sur du multisite. En tout cas, ça fait partie des clés de réussite, on le constate. Oui. François ? Le multisite, c'est un cas. C'est-à-dire que, les gens, des fois, ils n'ont qu'un entrepôt, donc ils ne vont pas te parler de multisite. D'accord ? Mais effectivement, il y a la problématique de gens qui ont des stocks répartis, qui ont même des fois des stocks étendus. C'est-à-dire, le stock en boutique, vous êtes retailer, vous faites du e-commerce en même temps, vous avez besoin de tout votre stock. Et donc, vous avez besoin de pouvoir rapatrier vos stocks en termes de visibilité sur votre ensemble pour pouvoir choisir comment vous allez expédier. Voilà. Et donc, nous, ça fait partie aussi de notre savoir-faire, en fait, d'être capable d'accueillir via des technologies API, etc., des liaisons avec des logiciels de caisse, par exemple, pour rapatrier des stocks et lancer des préparations sur les magasins, par exemple, pour faire partir la pièce qui est dans un magasin à Dunkerque ou à je ne sais pas où, pour répondre à la promesse client, quoi. Florent, quand on vient vous voir, quels sont l'objectif premier qui est défini par le client? Est-ce que c'est plutôt une recherche de qualité, de productivité, de retour sur investissement? Quels sont les premiers objectifs qui sont définis par le client qui vient vous voir? C'est intéressant de réfléchir à cet angle parce qu'il faut trouver effectivement où se cache le coût de la non-performance. Dans chaque entreprise qui lance un projet, il y a une non-performance, il y a un coût caché. Et donc actuellement, on en voit de plusieurs ordres. Il y a vraiment beaucoup de sujets. On a toutes les entreprises qui ont besoin de robotiser, mécaniser, qui est un mouvement assez radical sur le marché de l'entreposage. Et on a des WMS qui ne sont plus capables, pour une raison ou pour une autre, d'accueillir la mécanisation. Donc là, on vient chercher de la fonctionnalité et de l'ouverture. On va avoir également toutes les entreprises qui redessinent leur réseau logistique, par exemple avec la prise de commande pour les magasins. Et donc là, on va avoir des entreprises qui cherchent plus qu'un WMS, elles cherchent une plateforme qui va être capable de gérer les commandes en magasin, chez les 3PL, en entrepôt. Et puis on a un grand cas classique actuellement, c'est le WMS obsolescent. C'est-à-dire que les technologies et la maintenance faite par l'éditeur ne permet plus de voir l'avenir sereinement. Et donc c'est une décision informatique. Il existe actuellement deux types de projets WM, les projets pour raison logistique et les projets pour raison informatique. Et pour raison informatique, ça peut être de l'obsolescence, ça peut être des enjeux de sécurité, des enjeux d'intégrabilité avec un nouvel ERP, avec une nouvelle mécanisation. D'accord. Le mode SaaS, aujourd'hui, c'est devenu la norme ? Oui, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme pour une raison simple, c'est qu'elle permet la mise à jour en continu. Il y a une vraie demande du marché d'avoir des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir faire évoluer la logistique. C'est devenu la norme. La sécurisation des systèmes, c'est quelque chose qu'on vous demande aussi. Enfin, il y a de plus en plus d'intrusions dans les entreprises. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation de vos clients Oui, d'autant plus quand on les contractualise en software as a service. Moi, je parle plus de plateforme aujourd'hui que de SaaS. Finalement, ce qu'on propose, c'est d'exécuter des opérations dont un bout, c'est un bout de legacy, de WMS Core, et partout autour, on a des fonctions qui sont développées, certaines avec de l'IA, certaines, c'est des portails collaboratifs. Et en fait, proposer une plateforme complète, c'est pouvoir distribuer des solutions métiers, en fait, au travers de la plateforme. Et un enjeu clé, c'est de s'assurer effectivement de deux choses. S'assurer que le système ne tombe pas, en tout cas que le minimum vital de l'entrepôt va être exécuté, réceptionné, stocké, préparé, expédié. Voilà. Après, si je ne le fais pas de manière hyper optimale, parce que mon moteur d'IA qui me fait mon jumeau numérique, il est HS, ce n'est pas très grave. Par contre, si on coupe le cœur du WMS, là, il n'y a plus personne qui s'est préparé à la main.
Donc il y a quand même une garantie, une sécurité, une robustesse nécessaire pour le cœur des opérations. Et tout le reste qui va faire gagner, bien sûr, quand ça fonctionne, et c'est censé fonctionner quand même, on fait en sorte que ça fonctionne, va faire gagner au quotidien de la productivité, mais n'est pas l'essentiel au final. Il faut au contraire pouvoir proposer une certaine agilité à distribuer, à proposer des nouveautés, parce que c'est ça qui fait la richesse, et qui permet à différents clients d'adopter au fur et à mesure tous ces éléments de performance. Après, oui, nous, on signe des contrats de plateforme ou de SaaS avec des SLA. Si jamais on ne respectait pas nos SLA, on pourrait être pénalisé à cause de ça. Ça fait partie des négociations contractuelles. Et puis, si jamais notre SaaS tombait, je pense qu'on perdrait tout simplement... je crois qu'on doit être à 80% de nos clients qui sont encore... qui sont maintenant en SaaS. On tue la boîte, quoi. Donc, on n'a juste pas le choix. Donc, on vient y mettre un investissement tel que une entreprise individuellement ne pourrait pas mettre autant de niveau de sécurité. Aussi bien pour que ça tourne que pour la partie sécurité des données personnelles, tous les process de protection aussi contre les cyberattaques. Il y a plein de tactiques pour ça. On embauche on paye des anciens hackers pour essayer de rentrer dans nos systèmes. On laisse nos clients faire leurs propres tests d'intrusion et nous remonter toutes les failles de sécurité potentielles selon des critères de gravité, avec aussi des engagements à corriger des failles relevées. Le problème, c'est que tout évolue tellement vite que... Même si on teste beaucoup, il y a toujours un risque. Le risque zéro, il n'existe vraiment pas. Donc, on est content que cette communauté, y compris la communauté de nos clients, participe à scroller le système. Et puis, nous, dès qu'il y a quelque chose d'identifié, paf, on déclenche l'opération pour remédier à la faille. Ça fait partie de... C'est ça, aujourd'hui, un éditeur. C'est pas juste faire du code. Moi, enfin, le SaaS, oui, on en fait aussi, alors pas tant que vous. Ce qui nous paraît important, on le fait pour aider le client. C'est pas une stratégie en fait, dans le sens où pour nous le client, soit il exploite chez lui, soit il nous sous-traite l'hébergement. Et en fait, notre approche nous paraît intéressante dans le sens où vous avez le retour en arrière possible. Si les gens, en fait, ont envie, parce que les gouvernements dans les entreprises changent, les visions des DSI changent. Bon, vous changez de DSI, c'est lui qui dit maintenant je veux du SaaS, le suivant il dit non, je veux réintégrer, etc. Donc, quelles sont les possibilités de pouvoir jouer de cette manière-là? Si vous êtes en SaaS pur et dur, non, vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous serez contraint à vie de rester chez l'éditeur en question. Bon, nous, on a cette vision équilibrée qui permet aux gens de choisir de revenir en arrière éventuellement. Et puis l'aspect sécurité, il est hyper important parce que on connaît tous, peut-être certains ont connu déjà des intrusions et des blocages liés et on a des clients qui ont subi ça aussi. Donc là, nous, on est également extrêmement vigilants. On fait des opérations aussi où on paye des gens pour essayer de nous faire craquer, quoi. On n'en parle pas trop, parce que les gens n'aiment pas trop communiquer sur ce genre de choses. C'est vrai, c'est la première règle. Mais ça existe. Ça existe. Ok, donc il faut faire effectivement très attention et c'est comment dire, les gens portent beaucoup d'intérêt à cette problématique de sécurité. Bien sûr. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants y répondront à la fin des échanges. Loïc, sur la partie sécurité, peut-être tu souhaites intervenir ? La partie sécurité, elle est forcément très importante. Je pense que malgré tout, et par rapport à ce que disait François, je pense que d'être capable d'offrir effectivement à la fois, de répondre en fait aux besoins du client. Au départ, c'est lui qui va nous dire est-ce qu'il préfère partir sur une version SaaS ou autre chose. Je pense que nous, notre travail est d'y répondre et de faire en sorte qu'on puisse répondre favorablement aux besoins initiaux
du client, du prospect. Il y a certains prestataires qui mettent en place des solutions de transmission qui permettent une redondance, justement pour éviter des interruptions, genre Starlink. Est-ce que c'est une demande qui se développe, ça, ou c'est Sur quelque chose que vous sur les rencontrez? entrepôts exigeants, quasiment tout est redondé. Ouais. On va avoir effectivement les lignes de communication qui sont redondées. Chacune d'elles est sécurisée. En SaaS, on est capable d'avoir du multi-data center avec efficacité et qui permet de garantir que si on a un problème d'infrastructure d'un côté, on le réglerait par bascule automatique sur le deuxième. C'est possible aussi on-premise, mais un peu plus complexe. Et puis sur le matériel, en général, il y a un peu de spare si jamais il y a des terminaux qui sont cassés, etc. Il y a le besoin de continuité de l'entrepôt, il est total. 1 heure, c'est trop long. Autre question, est-ce que le e-commerce a changé, transformé la manière d'envisager la gestion d'entreposage, qui jusqu'à présent était, on raisonnait différemment, c'était souvent des palettes complètes, là maintenant c'est plus à l'article. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans la manière d'appréhender la gestion d'entreposage? Il a changé radicalement le paysage de la distribution. Mais le mouvement, il continue, il est très très fort. Ouais. Les grandes plateformes de e-commerce prennent une part de marché qui est de plus en plus forte, qui diminue le nombre de magasins dans les villes de taille moyenne ou de petite taille. La distribution, elle est encore en train de changer très fort. Et le réseau logistique en subit toutes les conséquences. Ouais. Évidemment, ce qu'on a raconté depuis 20 ans, c'est-à-dire que l'exigence du consommateur augmente et le coût logistique augmente en même temps, ça continue de rester fort et vrai. Et donc, l'entrepôt doit être extrêmement performant en e-commerce pour des raisons économiques. Oui. Parce que le e-commerce a changé beaucoup, c'est la notion de temporalité. Oui. Depuis le e-commerce, il faut se dépêcher de préparer, dépêcher de choisir le transporteur, vite livrer et vite gérer les retours. Et donc ça a mis un coup de stress énorme et ça a obligé les clients et ceux qui les accompagnent dans leurs opérations, transport et logistique. Pour moi, ça a autant impacté le transport que l'entrepôt. À innover pour les aider à respecter cette fameuse promesse que les gens de marketing ont voulu toujours plus fort, toujours plus loin, sans même des fois qu'il y ait des vraies attentes d'ailleurs, mais c'est la vie. Et que les clients des fois considèrent comme vraiment un élément différenciant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de préparer vite, on a des cut-offs de plus en plus tardifs, il faut préparer vite et très vite, parce que c'est la marque de fabrique. Après, effectivement, quelle est l'attente finale? C'est vrai dans certains secteurs, évidemment, mais c'est pas vrai partout. Mais effectivement, le e-commerce a cette particularité du vite et du vite et bien, et sans erreur. Vite et bien, sans erreur, si effectivement on est prêt à le faire. Mais effectivement, pour être capable de faire vite, sans erreur, en ayant des process complexes et des travails justement à la pièce, qui a fait évoluer l'ensemble des solutions sur les 15-20 dernières années. Effectivement, c'est très engageant et ça demande une vraie organisation des solutions, des entrepôts, du réseau pour être capable de tenir cette promesse. Et on voit que la promesse continue à évoluer puisqu'en ce moment, quand on regarde un petit peu la télévision et qu'on voit la publicité, on est en train de parler de choses où si vous commandez avant 11h, vous êtes livré le jour même chez vous. Donc ça demande derrière... On n'imagine pas ce que ça représente derrière, logistiquement parlant, en termes d'organisation, de solutions et d'efforts pour réussir à faire ce genre de choses. Surtout que c'est souvent, on parle souvent d'une volumétrie de références qui est énorme. Enfin, quand on parle de e-commerce, dans certains entrepôts, on est sur plusieurs centaines de milliers de références. Donc c'est quand même... beaucoup de références et des pics très forts par période, Black Friday, Donc c'est être capable d'assumer tout ça, c'est très complexe. J'aimerais qu'on aborde aussi les spécificités des logiciels. On a parlé de profondeur fonctionnelle, mais
Comment ça évolue tout ça? Je pense que les outils offrent de plus en plus de services. La gamme, la couverture fonctionnelle s'élargit sans cesse. Par exemple, la gestion des ressources humaines, par exemple, Isabelle, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça correspond justement à une demande forte de la part des utilisateurs? Oui, alors dans l'entrepôt, il a toujours fallu gérer l'affectation dynamique des moyens aux charges à réaliser. Mais la dimension qu'on apporte depuis 2 ans maintenant, c'était de travailler un peu sur le modèle des industriels, enfin des usines. C'est de travailler la planification. Parce qu'on dit oui, le e-commerce, ça stresse la chaîne, mais si on n'est pas prêt à absorber ce qu'on n'a pas bien pu prévoir, notamment la constitution d'un cut-off en e-commerce, ça peut être 50% de plus, 50% de moins, puis l'après-midi, ça va être l'inverse. Donc il faut pouvoir travailler sur cette anticipation et cette prédiction. On repart sur la notion du forecast, comme dans les usines, avec des forecasts qui ne sont pas sur 6 mois, 12 mois, mais plutôt sur les 3 prochaines semaines, à la journée ou au shift. Et on va alimenter ces outils d'autres données qui ne sont pas uniquement les prévisions de vente, mais qui sont aussi l'activité des entrepôts. Parce que finalement, il y a quand même une forme de saisonnalité, de répétibilité. Et donc, on peut faire travailler des modèles pour arriver à mieux anticiper ce qui va se passer sur une journée. Et de là, automatiser la planification des ressources. Alors pourquoi on automatise la planification des ressources? C'est parce que ça libère du temps à des gens qui le font. Aujourd'hui, forcément, les entrepôts, ils planifient leurs ressources à la main, avec des fichiers, un peu chacun comme il peut. Des fois, c'est le chef d'équipe, des fois, c'est le patron de site. Et si on les soulage de ce travail de planification, et si on automatise cette charge-là, on va pouvoir aussi déployer la polyvalence. Et la polyvalence, c'est un bon moyen pour être résilient face à des fluctuations de charges au sein même d'un site. On a beaucoup de commandes à préparer, on met tout le monde sur la prépa, puis quand il y en a moins, on va mettre tout le monde à ranger et on va comme ça équilibrer finalement la charge et apporter un peu de robustesse aussi dans les équipes. Sans compter qu'il y a des gains à la clé en nombre de TP, bien sûr. Cette demande, elle est aussi accentuée par la difficulté aussi à trouver des ressources en logistique. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, cette capacité à anticiper, elle apporte, en tout cas, elle apporte un peu plus de confort. Et c'est un vrai sujet, effectivement, pour beaucoup d'entrepôts. Et dans des zones très tendues, par exemple, comme celle qu'on connaît, nous, sur la région de Saint-Quentin, Falavier, les gens font la guerre pour récupérer des gens, du personnel, dans les moments où c'est compliqué. Et là, c'est les employés qui choisissent leur entreprise en fonction des outils qu'ils ont. Ils savent que s'ils vont dans telle entreprise, c'est tel outil, et donc c'est sympa, et donc ils vont plutôt aller sur ces marchés-là. Et nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, avec des gens comme Spartoo, sur cette dynamique, la capacité à former très très vite les gens. Il faut 10 minutes pour un opérateur de préparation, 10 minutes. C'est 4 clics pour préparer, 3 clics. C'est vraiment extrêmement basique. On a d'ailleurs personnalisé l'outil pour que ce soit exactement ce qu'il fallait pour éviter, pour être le plus performant possible. Et ça fait partie de leur capacité, en fait, à récupérer des ressources pour tenir leurs engagements vis-à-vis des clients. D'accord. Tout à l'heure, Florent évoquait l'automatisation, la robotisation. Est-ce que tous les outils sont justement capables de s'intégrer dans une organisation ou automatisés? Les WMS, initialement, ont été conçus pour animer le travail des opérateurs. Donc, à l'origine, les WMS n'étaient pas conçus pour la robotisation. Pour la robotisation. Il y avait les WCS qui étaient là, qui pilotaient. Et ils existent toujours. Oui. Chez Ardis, on a dû investir beaucoup pour créer des processus, des connecteurs, des outils de pilotage dans le WMS pour être capable de
piloter de mieux en mieux la robotisation et la mécanisation, et qui continue de progresser. Dans les 5 années à venir, on va voir se développer le picking robotisé. Et aujourd'hui, il n'est pas encore tellement en place. Il va arriver fortement. Et donc, les WMS doivent investir pour être à niveau. Moi, je confirme cette problématique et je rajouterai que bien souvent, nous, on constate que les prospects ou les clients qui mutent vers de la mécanisation, en fait, oublient quelquefois le WMS parce qu'ils vont acheter une machine à 15 millions ou 20 millions, et donc c'est une grosse machine et ils se tournent vers les gens pour faire de la conception, etc. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Parce que le WMS, c'est quand même l'outil qui contient l'ensemble des flux. Parce que la mécanisation, très bien, elle va traiter le B et le C, mais le A, c'est quand même bien toujours le WMS qui va le traiter, etc. Les réceptions, enfin bon. Donc, moi, si j'avais à conseiller les gens qui veulent se lancer dans la mécanisation, il faut intégrer l'éditeur WMS dans la réflexion. Parce que ça devient un tout. Et il faut être vraiment en osmose avec les outils de mécanisation. Bon, maintenant, on commence à être habitué, on commence à, je veux dire, vraiment, c'est quelque chose qui se démocratise. Au moins un démarrage sur 2, c'est avec de la mécanisation, au moins du convoyage, du pilotage de colis, du tri ou l'autostore ou du Scalog ou de l'Exotech, enfin pour citer un peu des gens de chez nous, quoi. Et donc oui, il faut savoir parler couramment, on va dire, avec ces gens-là. Il y a aussi une tendance qui est de démultiplier les systèmes, les automates, en fait, les systèmes mécanisés. Sur un même site, on va trouver plusieurs providers, plusieurs fonctionnalités. On peut avoir un bout d'autostore, beaucoup de choses scalables, justement, puisque... et puis, souvent, c'est dimensionné non pas pour gérer les pics, mais pour gérer le tout venant. Ça coûte quand même assez cher, et même si on voit des robots qu'on loue, enfin on peut les augmenter, les réduire, bon, il y a quand même un espace à réserver, donc on a toujours souvent besoin de continuer à compléter le travail automatisé par des ressources humaines. Et là, le WMS, lui, il doit avoir cette couche d'orchestration finalement, pour dire à un moment donné, les robots ils sont saturés, je rebascule sur une équipe physique, ou je vais faire au robot que telle tâche, parce que le reste, je vais mettre une équipe. Et donc, c'est en fonction du contexte, des volumes, des types de commandes à préparer, et de la disponibilité des machines, qu'on va devoir dispatcher le travail, comme on dispatchait entre des équipes humaines, mais considérer les flottes mécanisées ou de robots comme des moyens de production, finalement. Et même au niveau du planning, ça s'anticipe. Qu'est-ce que je vais planifier comme travail à passer sur mes différents moyens automates mécanisés. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à prévoir comme ressources humaines pour compléter ça, pareil. Aux Agora Awards, ID Logistique a gagné avec une solution qui est un jumeau numérique qui permet de simuler des évolutions qui peuvent s'opérer à l'intérieur d'un entrepôt. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se développer parce que ça permet précisément de s'adapter aux variations qui peuvent exister, notamment chez les prestataires logistiques, pour simuler des variations de volume, des changements d'activité, changements de clients, etc., de façon rapide et très efficace. Vous pensez que c'est des solutions qui vont se développer? Est-ce que c'est adaptable? Comment c'est intégré dans le WMS? Enfin, comment ça fonctionne, ces jumeaux numériques? Donc, nous, c'est une solution qu'on a développée. On a Speed 3D, qui est le jumeau numérique, qui est associé à Speed. Alors, pas tant pour l'anticipation, c'est pour le suivi au quotidien. Ça permet de rentrer en immersion dans l'entrepôt, même à 10 000 km, en fait, avec une représentation graphique de l'entrepôt extrêmement précise, des avatars de produits. Voilà. Et donc vraiment, c'est assez bluffant.
Et on s'en sert surtout pour voir les points chauds, pour voir, voilà, pour avoir une visibilité sur l'encombrement des quais, sur la saturation du stockage, de manière visuelle. On va dire que c'est ludique, c'est pas loin d'être ludique, mais c'est vrai que c'est très très sympa, c'est un complément. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on met en place et qui est en fait assez efficace parce qu'il est en temps réel avec le WMS et ça veut dire que vous voyez exactement ce que vous avez, votre stock, vous l'avez en visuel. Et ça vous permet, par exemple, d'analyser sur des familles de produits pour voir où elles sont situées. Vous voyez, vous allez pouvoir... Oui, mais là, c'est une photographie d'existence. C'est pas une anticipation d'une évolution qui pourrait avoir lieu si il y avait tel ou tel changement. Il est vrai que les 3PL, voire les industriels, ont un besoin spécifique qui est d'étudier comment se comportera un site futur ou une activité future. Voilà, c'est ça. Et ça peut ressembler au WMS, mais c'est pas un WMS, dans le sens où il va falloir jouer la journée ou jouer la semaine. Et dans un WMS, le principe, c'est de distribuer le travail sur la capacité disponible. On a des robots, on a des opérateurs, et le WMS distribue le travail le meilleur possible. Mais le jumeau numérique doit le simuler, ce bloc. Et donc c'est, à mon sens, distinct du WMS, et ça correspond à un marché étroit des grands prestataires logistiques et des cabinets conseils. D'accord. Okay. Le jumeau numérique, il a vocation à effectivement aider, simuler, à anticiper des organisations de volume, ou de structure du site. Tiens, si je ferme un quai ou un quai où je réceptionnais, si je le passe en quai pour charger, qu'est-ce que ça donne sur mes flux? Mais c'est vrai que c'est plutôt des outils de bureau d'études ou d'accompagnement, en fait. Je me tourne... Oui, pardon, Florent. Ça n'empêche pas sur un WMS, et tout le monde en conviendra, de faire des simulations sur des flux. Simuler une préparation. De toute façon, ce genre d'outil doit j'imagine, s'inspirer, puiser un certain nombre d'informations du WMS pour pouvoir faire une projection. C'est ça. Je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Et je dis bonjour, Eva. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors, première question. Comment gérer l'évolution d'un client qui grandit, qui passe d'une petite activité à une croissance? Alors, comment l'outil... ça repose la question de la scalabilité. Tout à l'heure, on en a parlé. Scalabilité, ça revient... C'est en lien directement avec le sujet avec lequel on vient de terminer. On parle de jumeaux numériques, on parle de labor management, on parle de différents modules, de différentes solutions, de différentes options qu'on a. C'est justement la capacité d'activer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a une installation initiale, on est sur une activité normale, classique, on met en place un WMS et puis le client grandit, a de plus en plus de flux, de plus en plus de besoins. Et justement, c'est d'être capable de répondre au fur et à mesure à cette évolution en activant des nouvelles choses qui vont permettre effectivement de répondre le mieux possible à son évolution et à nous, entre guillemets, de l'accompagner. Autrement dit, est-ce que le WMS peut grandir avec l'entreprise, quoi? Bien sûr. Il doit. Il doit. C'est un critère de sélection de départ. Sinon, on se retrouve à refaire un appel d'offres. Ce qui veut dire que c'est important que l'entreprise se pose la question de sa trajectoire. Effectivement, alors c'est pas toujours, on l'a pas toujours, on a des périodes quand même d'incertitude, mais ça veut dire qu'il faut faire à un instant T un choix. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement robuste et malgré tout avec cette capacité à évoluer. C'est une vraie roadmap, tout un ensemble de choses qui permettent depuis combien de temps il est là, présent sur le marché, c'est important. Tout à l'heure, François donnait l'exemple de petites entreprises avec qui il a commencé à travailler, mais qui sont développées. Donc, c'est clair. Et puis surtout, on parlait du e-commerce. Les gens faisaient du stock classique, on va dire, et puis demain, ça évolue, il y a un nouveau flux. Et c'est aussi la problématique du WMS, d'être capable de gérer
tous ces flux différents dans le même site. Vous avez de la préparation à la palette, au colis, vous avez du détail parce que vous relivrez des boutiques, et puis vous avez du e-commerce en même temps. Il faut que le WMS soit capable d'avaler toutes ces problématiques de manière efficace. Et donc, moi je pense que, est-ce que le WMS doit grandir avec l'entreprise ? Non, le WMS, il doit déjà être grand et permettre à l'entreprise de s'appuyer dessus sans aucun doute pour sa croissance. Eva, avons-nous d'autres questions ? Oui, deuxième question. Dans le domaine de la logistique, comment sont formés les opérateurs sur le logiciel ? Y a-t-il des formations organisées au cours des années pour se remettre à jour ? Très bonne question. Il y a Isabelle. la formation et l'info sur les outils avec l'IA actuellement, les LLM, c'est un vrai sujet de réflexion. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on essaye plutôt de développer, c'est des chatbots qui permettent de répondre à des questions de l'utilisateur. Alors, ça ne va pas forcément remplacer une formation from scratch de quelqu'un qui n'a jamais préparé une palette dans un entrepôt, bien sûr. Mais ça complète, ça permet de maintenir la compétence des utilisateurs. Aussi parce qu'avec, Florent l'a dit tout à l'heure, avec le SaaS, on peut livrer plus souvent des nouvelles fonctions. C'est sur une plateforme, il suffit de s'abonner, ça se connecte, ça se déploie. Mais la prise en main et l'usage de ces nouvelles fonctions qui sont dans une V1 au début, puis tous les trimestres, ça s'enrichit, ça devient quand même assez challenge pour quelqu'un qui, sur son entrepôt toute la journée, d'arriver à suivre ça. Et donc l'adoption, enfin la facilité d'adoption par les utilisateurs, notamment de ces nouvelles fonctions ou de process qu'on n'a jamais explorés parce que j'avais pas du e-commerce, j'en ai, je me lance dans l'économie circulaire, maintenant il faut que je retraite des produits dans des ateliers avant de les remettre en vente. Je sais pas, on me demande de faire de la traçabilité aux produits alors qu'avant je la faisais à la palette. Tout ça, c'est des questions posées par les utilisateurs. Aujourd'hui, beaucoup au support. Ouais. Parce que la documentation, elle est souvent obsolète, elle est dure à maintenir. Et demain, très certainement, posée dans un chatbot directement à la solution. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de distinguer les différents types d'utilisateurs. Si on prend quelqu'un en réception, en prépa ou un cariste, le logiciel doit être intuitif. Si on a besoin de former le cariste pour faire du rangement, c'est pas le cariste qui a un problème, c'est le WMS. Deuxième chose, les chefs d'équipe, il faut leur fournir des écrans qu'ils comprennent et puis diminuer leur usage. Normalement, un WMS devrait être capable d'ordonnancer les commandes. On ne devrait pas avoir tant d'opérations que ça. Le vrai sujet, et je pense que c'est celui de la question, c'est celui de l'ingénieur logistique ou du quelqu'un qui veut concevoir. Chez Hardis, on a investi dans une académie dédiée à ça qui fabrique des e-learning pour former les ingénieurs, méthodes, les chefs de dépôt. Et là, il y a de la complexité et l'IA va être utile. Mais sur le terrain, le logiciel doit être simple, la logistique doit être simple. Donc la formation en soi n'est pas un vrai problème, quoi. C'est quelque Elle ne chose. peut pas être un problème. Si on a du mal à former nos opérateurs, c'est que les processus sont trop complexes ou que le logiciel n'est pas adapté. Trop peu défini. Ouais. Mal paramétré, mal configuré. Après, il y a certaines opérations à forte valeur ajoutée qui ne sont pas toujours faciles et qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs portées par des process du WMS. Je pense à des emballages complexes. Oui. Parce que sur une saisonnalité, on dit en ce moment il faut prendre du rose parce que c'est, je sais pas, sur la Saint-Valentin. Et bien là, on peut maintenant dans les WMS, ça c'est la tech qui permet ça aujourd'hui, aller, je suis sur tel emballage de telle commande, de tel client avec tel produit dedans, toute l'info contextuelle connue par le WMS, ça déclenche l'appel à l'affichage d'un tuto. Oui, pour emballer ton truc, là, voilà comment tu dois faire. Donc en fait, on facilite l'autonomie des opérateurs et on peut le faire sur de la réception, sur du rangement, sur ce qu'on veut. S'il y a des process comme ça un peu particuliers, on facilite cette prise d'autonomie des opérateurs grâce à, encore une fois, je parlais de plateforme tout à l'heure, aujourd'hui, c'est plus que le WMS, c'est le WMS et Plus autre chose. tout son enrichissement autour. Voilà.
Alors nous, on a aussi développé comme ça SpeedFlow, ce qu'on appelle SpeedFlow, c'est le chatbot de Speed, qui à la fois donne accès à toute la documentation, mais en langage naturel, vous posez votre question, mais en plus, toute la documentation liée à la manière dont on a implémenté chez le client. Ce qui fait que, en fait, les réponses sont complètement orientées par rapport au contexte. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même c'est assez bluffant, en fait. Et là, l'IA générative, j'imagine, va c'est certainement vrai, apporter... l'IA générative. C'est vraiment, c'est vraiment l'IA générative Ouais. qui permet ça depuis quand même assez récemment et Oui. qui s'accélère. Enfin, ça va directement dans le logiciel, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de sortir, d'aller sur ChatGPT, Exactement. c'est dans le logiciel. Ouais. Et plus besoin Ok. d'appeler le support en permanence, ce qui soulage aussi Exactement. nos équipes. C'était un peu l'objectif. Hein. Et Oui. même nous, on s'en sert. en Bien fait. sûr, C'est- bien sûr. Ouais. C'est assez étonnant. Eva, une autre question? Comment garantissez-vous l'absence de double intelligence décisionnelle entre WMS et WCS? Ça, c'est une question pour Florent, je le Oui, sais. c'est ça. C'est une question de conception, ça. C'est une question de conception. Ça reste quelque chose de complexe parce que le WCS peut porter une partie de la valeur et le WMS peut porter une partie de la valeur. Et donc il va falloir le concevoir pour que l'intelligence soit portée au bon niveau. Ouais. Il n'y a pas de réponse définitive, mais la conception, les choix doivent être faits en fonction de l'évolutivité. Le WCS évolue peu, le WMS évolue. Donc s'il y a de l'intelligence, il vaudrait mieux la placer dans le WM. C'est mon sentiment. Moi, j'adhère complètement. C'est-à-dire que bien souvent, le WCS a été mis en place pour avoir une solution un peu complète autour de la mécanisation. Mais bien souvent, l'optimisation fait que il faut que ce soit le WMS qui aille au plus proche de la mécanisation pour être efficace. La vision, elle doit être globale. Et la seule solution qui est une vision globale, c'est le WMS. Et en plus, on voit de plus en plus, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de solutions. Et donc, chaque solution va venir avec son WCS. Et le WCS de la robotisation ou de la mécanisation qui est concernée, lui a comme rôle de gérer cette partie-là de mécanisation et d'optimiser les mouvements au sein de son système à lui. Mais le seul qui a une vision complète et qui est capable de répartir et d'orchestrer correctement, c'est le WMS. Tout à fait. Ok. Une autre question, Eva? Comment gérer une activité où la notion d'article de remplacement est primordiale, sidérurgie, quincaillerie? Quel est le rôle de l'IA pour éviter les ruptures et les surstocks dans ces cas? Ça fait deux questions. Oui, il y a deux questions en une. Enfin, le remplacement des produits, ça c'est assez Ça classique. existe C'est depuis une longtemps. notion de référentiel, de droit, de règles. Ça L'article de fait remplacement. longtemps que je Ouais. pense tous on sait le faire. Substitution, voilà. Substitution, on dit. Oui. Ouais, Exact, voilà, la substitution. substitution, exactement. Et par contre, l'IA, alors pour garantir qu'on ait bien les pièces, ça c'est plus du WMS, ça passe déjà par passer les bonnes commandes au bon moment aux fournisseurs. Ouais. Et on est plutôt sur de gestion des appros, de la prévision. Enfin, De l'APS. c'est soit Ouais, dans le c'est- RP, soit ça des peut être outils aussi de la d'APS fabrication. spécialisés. Oui, enfin, Ça pourrait être Voilà. aussi de la fabrication instantanée. Ou de la en fonction fabrication, voilà, le make to order si on est dans ce process industriel-là. Du Faut que le VMI aussi, WMS soit pour- capable de le pour- faire. Alors le VMI, c'est aussi une très bonne solution pour garantir des stocks corrects dans les entrepôts de la distribution. Après, le WMS, oui, s'il n'y a pas de stock, on parlait tout à l'heure, il est lié à la disponibilité des moyens pour produire. Enfin, le premier truc qu'il fait avant de lancer une vague, c'est de regarder s'il y a du stock. S'il n'y a pas de stock, il ne lance pas. Donc, il subit complètement la qualité ou la non-qualité du service approvisionnement en amont. Et après, évidemment, les contraintes de livraison, retard transport et autres aléas, bien sûr. Une fois que la commande est passée, c'est pas fini. Ou le dropshipping, où on attend, on a passé une commande en même temps chez le fournisseur et on attend pour la commande pour finaliser, la livraison pour finaliser la commande. Alors après, la question était peut-être, je ne sais pas qui la pose, ça peut être aussi, il y a des cas de rupture dans les entrepôts quand on est organisé avec des pickings au sol, on va prélever ou des pickings dans des colis. Il faut réapprovisionner ces pickings
pour que quand un opérateur arrive, il n'y ait pas une palette vide. Et ça, effectivement, ça s'anticipe, ça s'organise. C'était peut-être ça la rupture en fait au picking. Et là c'est le rôle du WMS, effectivement, de garantir qu'il n'y ait pas de rupture au picking tant qu'il y a du stock disponible dans l'entrepôt par ailleurs. Mais là, c'est le rôle du slotting, par contre. Alors, le slotting, c'est encore différent. Le slotting, il va définir deux choses. Un, les pickings. Est-ce que, par exemple, ce produit, il tourne tellement, il va en sortir tellement qu'il faut plutôt prévoir 2 emplacements pour être sûr de jamais en rupture. Parce que tellement il va être prélevé, on a peur de ne pas aller... alors, sauf si on a des racks dynamiques, il y a plein de fonctions pour le faire, ou de la méca derrière. Et puis, il va aussi définir où est-ce qu'on, quand une palette arrive dans l'entrepôt, où est-ce qu'on va la stocker. Voilà, pour qu'elle soit notamment au plus proche du picking, si encore on a des pickings fixes. Enfin, il y a beaucoup de cas différents. Vous pouvez connaître ça par cœur, les pickings flottants ou fixes, selon. Tout est lié à la productivité en préparation. Donc, pour être productif en préparation, il ne faut pas que les opérateurs fassent des kilomètres. Et il ne faut pas de rupture. Il ne faut pas de rupture. Donc, nous, on arrive même quelquefois à ne pas lancer un colis en préparation tant que le picking n'est pas réapprovisionné. Absolument. Et on fait repasser, exactement. Donc c'est des tactiques, ça. Il est midi. Une dernière question peut-être, un peu prospective. Comment vous voyez l'évolution des WMS ? On parlait tout à l'heure entre nous du WMS de l'an 2000. Et comment vous voyez le WMS de l'an 3000 2005 comment vous voyez les évolutions ? Qu'est-ce que l'IA va apporter comme transformation, comme changement dans les outils ? J'ai le sentiment que la distribution va continuer de se transformer vers une supply chain de plus en plus autonome et prédictive, c'est-à-dire possiblement des camions autonomes, des entrepôts automatiques. Oui. Et donc on peut imaginer que la supply chain se commande plus ou moins comme une machine. Et donc le WMS va évoluer dans ce cadre progressivement pour apporter de plus en plus d'autonomie, d'automatisation à l'entrepôt. Sandrine ? Moi, je dirais que l'IA, c'est toujours un sujet. Après, moi, je pense qu'il faut déjà maîtriser complètement ces processus métiers, son organisation, parce que l'outil reste le moyen, mais sans organisation en amont, il n'y a pas d'apport d'IA. Et ça veut dire qu'il faut beaucoup préparer. Enfin, moi, je pense que l'IA, effectivement, ok, mais il faut que ce soit sur une organisation déjà ultra mature et avec des process complètement maîtrisés. Ok, Isabelle, le logiciel du futur. Le logiciel du futur, forcément de l'IA ou autre chose. Maintenant, là, on en est à l'agentic IA, l'orchestration des agents d'IA. La physique quantique. Alors, absolument. On a une réflexion, mais c'est plus sur le transport que sur l'entrepôt. Mais pourquoi pas le quantique. Moi, je ne me mouillerai pas pour dire avec quelle technologie ça va évoluer. Une chose est sûre, c'est qu'en termes d'architecture, il y a les composants clés. Ça va être où est la donnée, et que la donnée soit de qualité et que je puisse y accéder facilement. Donc ça, c'est un premier travail d'architecture à faire pour qu'on puisse ensuite faire tourner de l'IA ou ces outils du futur. Et autour de la donnée, un outil d'orchestration. Parce qu'il y a effectivement plein de nouvelles technologies qui vont répondre à des besoins, pour peu qu'il y ait un besoin, dans des conditions financières acceptables ou pas acceptables, d'ailleurs, c'est aussi ce sujet-là. Mais pour le coup, le legacy, ce qui tourne déjà bien, qui est robuste, et qui est performant, et qui est déployé, et qui est maîtrisé, il faut que ça continue à tourner aussi. Donc ces orchestrateurs vont avoir pour rôle de faire le pont, de gérer les workflows, les processus, même complexes, entre ces différents bouts d'intelligence qui, tous ensemble, produisent, sortent des commandes des entrepôts. Pour Reply, le futur ? Le futur, moi je le vois plutôt sur de la simplification. Simplification dès le départ, dès la mise en œuvre, avec certainement des bons gains de temps d'installation, avec des choses plus simples à mettre en place, beaucoup plus automatisées. Et aussi, après, effectivement, sur l'utilisation de tous les jours, des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus automatisées.
avec toujours de l'humain, mais plus sur de la supervision, plus sur de la gestion et de la supervision de ce qui se passe dans l'entrepôt, automatiquement. Ok, François, le mot de la fin. Moi, je partage avec Loïc le côté simplification. Ça va être de plus en plus simple. On va demander, on va parler à l'IA et elle va nous faire les paramètres. En gros, c'est ce qu'on doit nous peut-être viser demain. Moi, ce qui va être le plus flagrant, c'est ce qui va se passer dans les entrepôts. C'est-à-dire qu'on parle de robots humanoïdes à 20 000 euros. Ce jour-là, si on sait les faire travailler et les piloter, ce qui est notre rôle aussi, c'est une interface avec une mécanisation, eh bien là, ça va changer les choses. Parce qu'ils travailleront jour et nuit, ils ne se plaindront pas, etc. Et donc, et ça va révolutionner. Quoique. Ils auront pas mal au dos. Ça va révolutionner. Bon, on voit déjà du picking automatique, on voit des choses très très intelligentes en prélèvement. Demain, l'avenir, il est aussi chez les mécaniciens, cette capacité à intégrer. Les intégrateurs, vous avez félicité le Howard chez Enjoy qui récupère des trucs, mais tous ces gens-là qui font de l'intégration de systèmes, ils ont un rôle à jouer vraiment important demain, et nous, on doit être très très proche de ces gens-là, parce que ce sera un mode de fonctionnement conjoint. Et moi, je vois vraiment une évolution très très forte sur ces sujets-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour la qualité de vos échanges. Merci à vous d'avoir suivi ce débat, et à très bientôt pour un nouveau mercredi de la Supply Chain. Ça sera d'ailleurs mercredi prochain. À très bientôt.